Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast du Crayon, le média qui ose réunir. Débat, entretiens profonds ou sur le terrain, notre but, que vous puissiez entendre toutes les opinions françaises sans jugement ni parti pris. Tous les jeudis, retrouvez nos émissions en version podcast. Alors installez-vous confortablement, bonne émission. Orelsan et Astérix valent-ils Richard Wagner et Marcel Proust? Quelle éducation pour nos enfants dans un monde obsédé par les écrans? Comment bien vivre et ne pas appréhender la mort grâce à la philosophie? Michel Onfray est venu nous apporter son analyse à ces sujets. Auteur prolifique, son œuvre compte plus de 150 livres, intellectuel très médiatique, philosophe. Je suis né le 1er janvier 1959, je vais avoir 65 ans. J'ai écrit, 150 livres, traduits en une trentaine de langues. J'ai des interventions un peu techniques, d'histoire de la philosophie ou d'histoire des idées, des interventions polémiques, et je déplore que chez moi, l'intellectuel recouvre le philosophe. Je suis ravi de vous inviter à découvrir ce nouvel entretien pour le Crayon. J'espère qu'il vous plaira. Dites-le nous dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir, c'est très important. Bonne vidéo. Je crois en Dieu. Non. L'homme a perdu le lien avec la nature. Oui. Je suis toujours de gauche. Oui. J'en veux aux médias qui ne m'invitent plus. Non. La religion chrétienne a le corps en détestation. Oui. La liberté d'expression est en danger. Oui. L'écologie est un sujet qui me touche. Oui. Je suis féministe. Oui. Le fascisme n'existe plus. Oui. L'extrême gauche n'existe plus. Non. Marine Le Pen sera présidente en 2027. Possible, probable. Je suis démocrate. Oui. La société est de plus en plus violente. Oui. La construction européenne a globalement un bilan positif. Non. Vive la République, mais surtout vive la France. Oui. On vit une époque formidable. Non. La psychanalyse n'est pas une thérapie sérieuse. Oui. Les critiques ne m'atteignent pas. Oui. La liberté est sacrée. Oui. Elon Musk est un modèle. Non. L'État est trop restrictif en France. Non. Les machines nous rendent moins libres. Oui. Les gens sont de moins en moins responsables. Oui. L'État français infantilise ses citoyens. Oui. J'ai choisi de ne pas avoir d'enfants. Oui. L'argent rend libre. Non. La connaissance ne rend pas libre. Non. Pour être sage, lisez Montaigne. Oui. Je suis un philosophe. Oui. Je suis plus politique que philosophe. Non. Y a-t-il deux Michel Onfray? Celui de la brève encyclopédie du monde et celui des médias, celui qui parle des ruines sur France Culture et celui qui se plaint du traité de Maastricht sur BFM. Je crois qu'il y a un profond mépris du peuple depuis des années, depuis Maastricht, en gros. On n'écoute pas le peuple. Quiconque parle du peuple est un populiste est un démagogue, c'est donc un type d'extrême droite, et puis on est tout de suite un nazi, un fasciste, un antisémite, etc. Bref, y a-t-il un Onfray politique et un Onfray philosophe? Non, c'est indissociable, c'est un peu comme un alliage. Vous pouvez pas dire, dans l'alliage, on sait effectivement qu'il y a tel métal et tel autre métal, mais la fusion fait que. Donc il y a 150 livres, et je peux très facilement, vous faire des paquets en disant, ça c'est l'intellectuel, ça c'est le philosophe, ça c'est l'historien des idées, ça c'est le poète, ça c'est l'esthéticien, enfin celui qui écrit des textes sur l'esthétique, ça c'est les récits de voyage, enfin je peux facilement faire des paquets, et c'est la même chose. Alors tout dépend, c'est le même homme, c'est le même écrivain, c'est le même auteur. Je pense pas qu'il y ait des contradictions entre l'un et l'autre, simplement il n'y a pas forcément tous les passages qu'on imagine non plus. Encore que, c'est-à-dire si je suis dans l'histoire des idées un amateur de la Boétie, parce que je crois que le discours de la servitude volontaire est un texte magnifique, il faut que ça produise des effets dans la réalité. Donc évidemment, je peux aussi écrire un texte sur Macron, mais sur la vie politique. C'est-à-dire que ça fait, je sais pas, 30 ans que j'écris sur la vie politique, alors on oublie, les gens pensent que je fais une fixation sur Macron, mais je fais une fixation sur l'Europe maastrichtienne, et j'écris depuis contre Mitterrand, contre Chirac, contre Sarkozy, contre Hollande, Donc il y avait une fixation? Non, c'est pas une fixation, c'est-à-dire il y a une cohérence politique. On fabrique avec l'Europe maastrichtienne un État impérialiste qui rogne les libertés, qui se moque de la démocratie, qui décide indépendamment des peuples, voire qui décide sans les peuples, contre les peuples, malgré les peuples. Donc c'est l'ambiance dans laquelle je vis. C'est comme si on disait à Solzhenitsyn, vous êtes un peu obsédé par l'Union soviétique, cher Alexandre Solzhenitsyn. Oui, un peu, évidemment, parce que quand on pense le monde qui est le sien, c'est un peu normal que dans les années 30 en Allemagne, des intellectuels soient obsédés par le nazisme, ou par le franquisme à l'époque de Franco, ou par, le gaullisme à l'époque du général de Gaulle. C'est-à-dire, on est dans un temps, on est dans un monde, si on pense ce temps, si on pense ce monde, on le pense. Est-ce que ça fait de nous un obsessionnel? Moi, j'ai jamais fait la part des choses en disant, je vous disais tout à l'heure, les piles, ce serait peut-être même intéressant de les faire, ces piles matériellement, et vous verriez que les piles les plus importantes sont plutôt celles du philosophe et de l'historien
de la philosophie ou de l'historien des idées. J'ai fait 15 livres de contre-histoire de la philosophie déjà. C'est pas parce que les médias mettent le projecteur sur un livre et un aspect de moi que je suis tout là. Alors, toute proportion gardée, point à la ligne, hein, je ne parle pas de moi, mais c'est comme si on imaginait que Zola n'avait pas écrit les Rougon-Macquart et qu'il n'avait écrit que le J'accuse dans Aurore. Ouais, non, il y a un écrivain, il y a un documentaliste, il y a un intellectuel, il y a un journaliste, il y a quelqu'un qui s'implique dans la société, et on ne peut pas dire il y a plusieurs Zola. Alors comme c'est plus facile de renvoyer au texte d'actualité en disant « Ah, vous avez écrit un livre contre Macron qui s'appelle Foutriquet », je dis « Oui, mais enfin, c'est aussi un texte de combien, 300, 400 pages, qui fait une analyse de ce que le libéralisme fait à l'Europe et surtout aux humains. » Moi, je ne fais pas une fixation sur Macron ni sur Maastricht, je fais une fixation sur cette idée qu'aujourd'hui, des gens réduisent leur repas. Pour certaines choses qu'ils voudraient, et je suis obligée de leur dire non, parce que soit c'est pas le moment, soit c'est trop cher. Dorment dans leur voiture alors qu'ils travaillent, etc., etc. Ou que des gens se prennent des coups de couteau parce qu'ils sont en train de danser dans un bal d'un petit village de campagne. Ça, effectivement, ça m'intéresse comme question, parce que si j'étais philosophe en disant « Non, moi, il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse, c'est le... » Je sais pas, est-ce que Freud est l'inventeur du concept de surmoi ou est-ce qu'il a piqué ça à Pierre Janet à l'école de la psychologie française? Je peux faire le tout, mais simplement, il y a des gens qui ont intérêt à me mettre dans un coin en disant « Non, mon frère, ça n'est qu'un polémiste. » Et puis le reste, on n'en parle pas. Comme ça nous permet de dire qu'il est un polémiste et que tout ce qu'il dit ne mérite pas d'intérêt, puisque finalement, c'est tout rancier. Est-ce que ça signifie que ce que vous pensez en tant que philosophe, c'est-à-dire le corpus que vous avez écrit et ce que vous avez lu, votre bibliothèque étant assez abondante, tout ça, ça vous sert à penser le monde aujourd'hui? Parce que j'ai un peu l'impression que vous revendiquez il y a quelques années, par exemple dans Décadence, qui se trouve derrière vous, une posture tragique, c'est-à-dire juste de celui qui constate le monde, qui n'est pas optimiste ni pessimiste. Et quand on vous entend, j'ai l'impression que tout va mal et que vous êtes devenu ce pessimiste que vous ne souhaitiez pas être. Non, pas du tout, parce que Décadence est inséparable du livre qui suit, qui s'appelle Sagesse. Et je dis d'ailleurs qu'après Décadence, les gens qui pensent, quand ils ont lu un livre de moi, qu'ils ont tout lu de moi, et qui me disent « Bon, bah alors, il n'y a pas de solution, etc. » Je dis « Non, pas du tout, il y a une solution, il y a une éthique, qui est une éthique romaine. On peut, dans ce monde qui s'effondre, vivre en romain, la preuve, Sagesse, et je fais l'éloge de toutes les philosophies romaines en disant des choses, même d'histoire de la philosophie, c'est mélangé. C'est-à-dire en disant qu'il y a une pensée grecque, il y a une pensée romaine, que la pensée romaine, c'est pas une pensée qui essaie d'être grecque mais qui n'y parvient pas, ils sont pas crétins à ce point-là, les Romains, mais que c'est une pensée qui ne cherche pas à être grecque et qui manifeste sa spécificité. Et je pense que on peut d'un côté dire voilà, le grand-père qui a 99 ans et qui va mourir, il va mourir, ça paraît évident, mais en même temps, comment est-ce qu'on peut faire de telle sorte que sa vie soit la plus agréable possible jusqu'à son départ? Donc c'est la même chose avec une civilisation. On peut vivre dans une civilisation dont on constate qu'elle est décadente, et puis dire en même temps, on ne va pas déplorer tous les jours. Donc je ne déplore pas tous les jours. Je crée d'ailleurs tout de suite une université populaire dans mon village natal, à Chambois. Je fais des propositions éthiques et politiques. Non, je ne suis pas un désespéré, je ne suis pas un pessimiste. Mais le monde s'effondre quand même. Oui. En quoi? C'est la civilisation judéo-chrétienne qui s'effondre parce que simplement elle a atteint un âge de ses naissances, comme tous les âges, voilà. Et elle est remplacée par quoi? Donc qu'est-ce qui se passe? Alors elle est remplacée. Disons que pour l'instant on est dans une période de grande négativité. Elle est remplacée par un nihilisme qui fait qu'il n'y a plus d'autorité, quelle que soit l'autorité. C'est-à-dire on confond l'autorité et l'autoritarisme. Et c'est quoi? C'est les réseaux sociaux? C'est l'absence de morale, par exemple, l'absence de vertu. C'est-à-dire, moi, je fais partie de ceux qui ont connu des prêtres, des pères, des parents, des familles dans lesquelles il y avait des surmoi. On vous expliquait que ça, c'était le bien, ça, c'était le mal, ça se faisait, ça se faisait pas, ça, c'était le vice, ça, c'était la vertu. On avait des leçons de morale. On croyait en Dieu, on n'y croyait pas, mais enfin bon, il y avait la religion. Si on n'y croyait pas, il y avait l'humanisme, un peu un humanisme de franc-maçonnerie républicaine, d'instituteurs des laïcards de la République ou des hussards de la République, qui nous enseignaient un peu la même chose que le christianisme, mais avec un dieu déiste. Moi, j'aime bien les livres de morale de cette époque-là, et quand je les lis, je vois bien tout ça. Et puis, mai 68 dit, allez, on enlève toute forme d'autorité. Mais l'autorité, c'est pas l'autoritarisme. C'est pas possible de dire... oui, il y avait une domination des hommes sur les femmes. Oui, il y avait une domination des parents sur les enfants. Oui, il y avait une domination des patrons sur les ouvriers et sur le principe un peu théocratique. Je suis le père, tu vas m'obéir.
je suis ton mari, tu vas m'obéir. Enfin, le père dit ça à la famille, aux enfants, le mari dit ça à sa femme, le patron dit ça à son employé, et mai 68 ravage tout ça, c'est une bonne chose. Simplement, ce qui n'est pas une bonne chose, c'est qu'on n'ait pas remplacé ça par autre chose, par d'autres valeurs. Quelle valeur positive mai 68 a-t-elle ajouté ? Oui, l'idée de dire à une femme qu'il ne fallait pas qu'elle avorte, qu'elle ait une sexualité réduite à la conjugalité, un mari, la fidélité, le mariage, la cohabitation, des enfants, et puis voilà tout, c'est comme ça que ça doit se passer. C'était pas une bonne idée, évidemment. Et il est bien qu'il y ait eu de l'avortement, de la contraception, de la Ça, liberté. c'est la faute de Saint Paul et de la religion chrétienne. Oui, c'est notre civilisation, hein. Elle est chrétienne, et effectivement, c'est tout Saint Paul. Il n'y a pas de misogynie chez Jésus. Il y a de la misogynie chez Saint Paul. Il n'y a pas d'invitation à fabriquer une civilisation chez Jésus. Il y a une civilisation du royaume des cieux, mais pas du tout une civilisation de la cité de Dieu, ça c'est de la cité des hommes. Ça c'est Saint-Augustin. Qu'est-ce qu'a produit mai 68 après ? L'idée de dire l'instituteur a raison, il peut mettre des gifles à ses élèves, il peut les frapper, il peut, etc., les maltraiter. Des gifles, des coups de règle, mettre à genoux, bonnet d'âne jadis, ou des choses comme ça. 32, tu te lèves, s'il te plaît. Tu vas avoir le droit au bonnet d'âne. Vous avez le droit de vous moquer. Évidemment, c'est bien que tout ça disparaisse. Est-ce que c'était bien de dire, maintenant vous pouvez parler en cours, vous pouvez aller et venir, vous pouvez appeler l'instituteur par son prénom, le tutoyer, et puis d'avoir des instituteurs qui disent, mais moi j'ai des choses à apprendre de mes élèves. Ça va complètement inverser les perspectives. Alors que le maître, c'est celui qui maîtrise, et l'élève, c'est quelqu'un qu'on élève. C'est normal. C'est-à-dire que, je vais vous dire une chose évidente, mais quand vous montez dans un avion, vous avez envie d'une expertise dans le cockpit. Vous avez envie que le type, ce soit un pilote. Et que le type, il ait fait des études pour être un pilote. Parce que vous n'allez pas dire, moi je monte dans un avion pour traverser l'Atlantique avec quelqu'un qui a juste un brevet du LM. Vous voulez de la compétence. Donc il y a plein d'endroits où on a compris que la compétence c'était normal. Si vous voulez être un mathématicien, si vous voulez être un chimiste, si vous voulez être un médecin, si vous voulez être... on accepte le principe de la compétence. Mais après on dit, ah non, mais il y a des compétences partout, s'il suffit que je veuille. J'ai décidé. Donc c'est le règne de l'incompétence généralisée. C'est le règne du refus de l'autorité. L'autorité, c'est l'autoritarisme. L'autoritarisme, c'est le fascisme. Donc c'est stop. Donc maintenant, c'est exactement l'inverse. On va mettre le prof en difficulté. On va lui expliquer que finalement, son cours a été mal fait. On peut voter. Mais c'est qui on ? Parce que les syndicats, les profs, l'idéologie dominante, ce qu'on enseigne dans les instituts de formation des maîtres, ce qui se trouve enseigné dans la presse, les médias, dans tous les endroits où on nous dit ce qu'il faut faire, comment il faut faire, dans tous les endroits prescripteurs. Si vous on dirait qu'il y a une espèce de complot de il n'y a plus d'autorité, le complot, c'est-à-dire une espèce quand vous dites une idéologie dominante. Le recours au complot est une idéologie de complotiste. Ouais. Permettez-moi de vous dire que ce sont les complotistes qui dénoncent des complots partout et qui voient des complots partout. Moi, je vois pas de complot. Non, mais si ce n'est un complot, mais disons. Allez faire un tour à l'UFM. Je ne parle pas de complot, moi je vous dis pas, il y a, je sais pas quoi, des juifs avec derrière et qui voudraient ça et qui... je suis pas un complotiste, je pense pas qu'il y ait des gens qui se réunissent en cachette pour décider de ce genre de choses. Je dis juste que quand une civilisation s'effondre et que vous retrouvez à la tête des instituts de formation des maîtres, je sais plus si ça s'appelle IUFM, ça a dû changer d'acronyme évidemment, mais que ce sont les choses qu'on enseigne. Je suis pas complotiste, achetez les livres qui se font aujourd'hui dans ce qu'on appelle des sciences de l'éducation. D'abord, il n'y a pas de sciences de l'éducation, il y a de l'éducation, il y a de l'instruction, mais qu'est-ce que c'est que ça, des sciences de l'éducation? Donc non, il y a juste une idéologie du moment qui est induite par l'effondrement d'un système qui était celui de l'autorité au sens napoléonien du terme, et puis on se retrouve aujourd'hui avec des... là, je ne suis pas complotiste si je vous donne les chiffres qui sont donnés et qui sont que les enfants ne savent pas lire, écrire, compter, penser. Alors, si ce sujet de l'éducation vous importe tant, pourquoi avoir choisi de ne pas avoir d'enfants? Sur la question des enfants, en faire, pas en faire. Réponse, ne pas en faire. Après, vous me dites, oui, mais on en a fait. Alors là, je vais vous dire, vous pouvez les vendre, les tuer. Les tuer, les placer, les étouffer. J'ai vu récemment que vous pouvez aussi les mettre dans un congélateur. Enfin, tout est possible, mais pas facile. C'est une tâche que vous jugez trop haute et pour laquelle la plupart des gens n'ont pas suffisamment d'ambition parce qu'ils ne se posent pas suffisamment de questions. Il faudrait que j'entre un peu dans ma biographie. Il faudrait que je parle de Marie-Claude qui est décédée, avec qui j'ai vécu 37 années, qui était un peu plus âgée que moi. Quand la question s'est posée d'avoir des enfants, j'avais 19 ans. Elle
elle avait 8 ans de plus que moi, et je lui ai dit, je viens juste d'avoir mon bac, j'ai pas fait d'études, j'ai pas de travail, j'ai pas de permis de conduire, j'ai rien du tout. Je dis, on reposera la question le moment venu, c'est pas l'ordre des priorités. J'étais pas contre le fait d'avoir ou de ne pas avoir d'enfant. Je pensais simplement à une époque qu'il fallait pas accueillir un enfant tout de suite en disant, j'ai pas fait mes études, j'ai pas de travail, j'ai pas de situation sociale, et je suis tout de même père de famille. Et puis il se fait que j'ai beaucoup travaillé, c'est-à-dire beaucoup lu, beaucoup écrit, etc. Et que la question s'est pas reposée avec Marie-Claude. Et puis elle a eu très tôt un cancer. Enfin bon, il se fait que c'était vraiment un choix, parce que après j'étais très heureux d'avoir fait ce choix-là. C'est difficile d'éduquer des enfants quand on a une personnalité comme la mienne. C'est-à-dire d'avoir un père comme Michel Onfray, c'est pas forcément facile pour l'épanouissement, pour l'existence personnelle, parce qu'on pèse lourd. Et que c'est difficile d'imposer ce poids-là à des enfants. On est forcément identique au sein du foyer qu'on l'est à l'extérieur? Pas un temps, c'est-à-dire un temps, les enfants, il se fait que j'ai des enfants comme vous pensiez aujourd'hui, et que j'ai des petits-enfants, mais que j'ai hérité, parce que après la mort de Marie-Claude, j'ai reconstruit ma vie, et que Dorothée, que j'ai épousée depuis, a 2 enfants, et avait 2 enfants, et que les 2 enfants ont eu des petits-enfants, et que j'ai adopté sur le papier ces enfants qui sont devenus mes enfants. Donc je vois bien combien c'est difficile d'éduquer. Parce que vous dites dans Sagesse, effectivement, que la plupart des gens ne se posent pas cette question, et que c'est une responsabilité immense. Oui. Oui, vous dites que ces enfants, ils me ressemblent, c'est pas terrible, ils me ressemblent pas, c'est pas terrible non plus. Il y a toujours ce narcissisme, on a envie que, moi j'aurais un enfant qui me dirait, j'aime pas les livres, j'aime pas l'opéra, j'aime pas la musique, j'aime pas les vins, j'aime pas la gastronomie, j'aime pas le voyage, j'aime en revanche, je vais pas être méprisant sur un certain nombre de pratiques, mais je sais pas quoi, j'ai une fille qui voudrait être majorette, par exemple, et qui dirait, mais moi je voudrais être majorette, et puis j'adore... C'est moins bien ça. Est-ce qu'il y a des sous-cultures? Ben oui. Ça se dit pas, c'est pas politiquement correct, mais oui, bien sûr qu'il y a des sous-cultures. J'ose espérer. Le rap et les mangas, ça vaut pas l'opéra et la littérature. Bah oui. Astérix, c'est pas la recherche du temps perdu. Je suis même étonné qu'on soit obligé de le dire. Et qu'on passe pour un fasciste quand on le dit. Et il se fait qu'aujourd'hui, évidemment, quand vous regardez le livre qui s'est le plus vendu, le mieux vendu dans une année, c'est une BD. L'année dernière aussi, l'année d'avant aussi, c'est Astérix. Voilà. Donc. C'est une BD un peu plus compliquée l'année dernière. C'est celle de Jancovici et Blin. Qui a été la mieux vendue? Ouais, c'est plus de 700 000 exemplaires sur la fin du monde. Je pense que Astérix a fait plus. Hein. Enfin bon, je n'ai pas les chiffres en tête, mais après les mangas, oui, j'ai acheté des mangas. J'ai même acheté des mangas qui s'occupent de philo, exprès, parce que mon gendre, on va dire, est intéressé par les mangas, et donc je suis allé acheter des choses chez mon ami Denis Mola. D'ailleurs, je ne les ai pas achetés, mais je les ai offerts. Mais il y avait, je sais pas, sur 40 cm, Nietzsche, Marx, etc. Enfin, un certain nombre de philosophes traités par le manga. Et donc, j'étais très curieux de voir comment ça se passait. Ça tombe bien, et j'ai lu ces philosophes. Donc, la recherche du top, le manifeste de Marx, j'ai lu, Zarathustra, j'ai lu. Enfin, donc je vois comment c'est traité. Quand vous voulez effectivement passer la substance, la quintessence d'un livre en quelques dessins dans lesquels vous avez des phylactères, des bulles dans lesquelles il y a 4 mots, et évidemment que vous perdez tout. Amor fati. C'est ça. Non, mais à un moment donné, il y a la Bible. Et vous voyez, à un moment donné, la mer, puis la mer qui s'ouvre en deux, puis Moïse qui dit « ouvre-toi à la mer », et puis referme-toi à la page suivante, et puis etc. Oui, c'est vrai, c'est pas faux, hein, c'est un peu ça. Mais c'est pas que ça, quoi. Donc, on se focalise peut-être sur l'action et pas sur la substance. Non, mais moi j'en ai fait une BD, j'ai fait avec Maxime Leroy qui dessinait, bien sûr, mais j'ai vu la déperdition d'énergie. C'est-à-dire, c'était à partir d'un scénario de film que j'ai fait sur Nietzsche, qui s'appelait L'innocence du devenir. Et Maxime Leroy me dit, à l'époque, il me dit, mais la BD, c'est le cinéma du pauvre, est-ce que vous accepteriez que je fasse une BD à partir de... Je dis, oui, bien sûr, faites. Mais je sais bien, moi, pour avoir fait ce texte-là, qui s'appelle La vie philosophique, que, évidemment, ça n'a rien à voir, ou du moins pas grand-chose à voir, avec la pensée de Nietzsche. Et c'est pas parce que je dis que c'est... je sais pas, qu'un Orangina, c'est moins intéressant qu'un Pétrus millésimé, que pour autant je méprise
les amateurs d'Orangina. Je dis simplement, c'est pas comparable, c'est pas la même chose. Et si on a perdu le sens des valeurs et qu'on estime que la tétralogie de Wagner, ça vaut très exactement, je ne sais pas qui d'ailleurs, je connais pas les chanteurs ou ces chanteurs qui n'ont pas de voix là, qui susurrent tout de suite en disant c'est pareil quoi. Non, je pense qu'il y a une espèce d'effondrement quand on considère que toutes les cultures se valent, toutes les civilisations se valent, toutes les productions culturelles se valent. Je ne dis pas que ce ne sont pas des productions culturelles. Je suis moi-même collectionneur d'art africain, mais il ne me viendrait pas à l'idée d'imaginer que une statuette d'art africain, par exemple, ça tient le coup en face du plafond de la chapelle Sixtine peint par Michel-Ange. Il y a un moment donné où il faut accepter que ce soit pas exactement la même chose. Mais est-ce que la difficulté à apprécier des cultures ou des objets culturels qui sont omniprésents aujourd'hui à notre époque et qui plaisent à la jeunesse, aux jeunes générations, les mangas, le rap, peut-être les réseaux sociaux que vous consommez et utilisez sans doute très peu, est-ce que ça montre une forme d'isolement que vous avez par rapport au monde? Est-ce que vous êtes encore dans le monde? Est-ce que c'est naturel parce que il y a cette forme ce conservatisme qui se développe avec l'âge ou, comme le dit Orelsan, et j'ai envie de vous montrer cette phrase. Est-ce que c'est simplement que vous pensez vraiment que les générations font n'importe quoi parce que vous avez lu et vous avez un bagage philosophique qui vous fait considérer un monde qui devient fou? Je pense pas que quand on chante une chanson qui s'appelle Sale pute, on puisse donner des leçons sur ce terrain-là en expliquant que quiconque estime qu'une chanson qui dit sale pute, je vais t'éventrer, sale connasse, etc., le type qui dit je suis pas terrible que ce soit une chanson qui soit à la hauteur de je sais pas quoi, d'une chanson d'Edith Piaf par exemple, soit forcément un vieux con. C'est-à-dire il y a aussi des jeunes cons. Donc l'argument du vieux con et du jeune con, c'est pas un argument que j'accepte de la part des jeunes cons. C'est-à-dire que c'est pas suffisant de nous dire cette espèce de scie musicale, mais ça a toujours été comme ça, etc. Mais qu'il en fasse la démonstration, c'est faux. Je veux dire que si Orelsan voulait vraiment un débat sur ce sujet-là, il faudrait qu'il nous explique ce qu'il pense de la question des cycles chez Hésiode, par exemple. Pourquoi y a-t-il des âges d'or, des âges de fer, des âges d'airain, etc. C'est un décadentiste, c'est quelqu'un qui était en dehors du monde. D'ailleurs, je trouve très drôle que vous puissiez imaginer que parce que on ne vit pas la tête dans la toilette du cabinet, on n'est pas dans le monde. Non, moi je suis pas sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas l'impression d'être dans le monde. Je pense très étonnant que des gens pensent au contraire que le monde ne soit que ça. Non, pas que ça. C'est mais ma réponse. Il est que moi, quand je prends beaucoup le train, ça par aussi. exemple, oui, mais moi je prends le train aujourd'hui, je vois les 3/4 des gens sont sur un écran. Ouais. 3/4. Donc il est, en plus d'être beaucoup ça, il est de plus en plus ça. Oui, mais je pense pas que le vrai monde soit là. Hein. Cette idée que l'écran soit la vérité du monde et que quiconque n'est pas perfusé sur l'écran n'est pas dans le monde est une idée que je trouve un peu saugrenue, pour rester poli. La même que celle d'Orelsan qui nous fait savoir que tout le monde a pensé comme ça, il deviendra un vieux con après avoir été un jeune con, Orelsan. Mais je pense pas que ce soit un argument de dire quand on vieillit, etc. Ou alors analysons. Ça veut dire qu'effectivement, quand on a 15 ans, on dit le monde est ce qu'il est parce que les adultes m'ont fait tel qu'il est. Moi, je vais changer tout ça. Ça peut pas durer. Et donc, à la Greta Thunberg un peu. Et donc, je serai plus là, mais rendez-vous dans 50 ans, on verra ce qu'elle sera devenue, Greta Thunberg. Ce sera probablement assez drôle. Mais ce mouvement-là fait qu'on a un petit cerveau dans lequel il n'y a pas grand-chose. Si vous achetez un ordinateur sur le disque dur, il n'y a rien. Donc un enfant, c'est ça. Et au fur et à mesure, vous allez mettre des choses sur votre ordinateur et dans votre cerveau. Donc vous allez comprendre des choses, vous allez voir les gens, vous allez voir l'humanité. Pascal n'écrit pas par hasard que le cœur de l'homme est creux et plein d'ordures. C'est pas un type pessimiste qui avait dû être un peu dépressif et s'il avait pris un peu de Xanax, il aurait probablement pas écrit des pensées. C'est quelqu'un qui voit un peu ce qui se passe. Et puis si on lit Chamfort, Vauvenargues, La Rochefoucauld, les moralistes, La Fontaine, les fables, etc., on voit bien que l'humanité, c'est pas terrible. Simplement, quand on a 12 ou 13 ans, on ne le sait pas. Quand on a 15 ou 20 ans, on le sait un peu plus. Et puis quand on a 25-30 ans, on le voit un peu mieux. Puis quand on a vécu 20 années avec l'exemple de ce que sont les hommes, bien, à un moment donné, il est fort heureux qu'on puisse théoriquement modifier son jugement, sauf à vouloir rester avec un cerveau de 10 ans. Et là, effectivement, on peut, dans un cerveau de 10 ans, dire « moi je suis jeune, je traite les autres de vieux cons »,
plutôt que de dire essayons de voir pourquoi il dit ça, est-ce que finalement il a raison, il a tort, etc. Alors après, je vois bien, le sale pute, c'est pas du tout ce qu'on dit. Les jeunes, ils comprennent ce que ça veut dire. On a le droit d'insulter, etc. On a le droit de dire pendez-les, tripez-les, tuez-les. Ça s'appelle la licence poétique, on a le droit, on fait ce qu'on veut. Il sort le film sur Napoléon tout de suite de Ridley Scott et on fait dire à Napoléon des choses qu'il n'a pas dites. Licence esthétique, on a le droit quand même. Il tire sur les pyramides. Ah oui, on a bien le droit. Non mais c'est pas vrai, il a jamais fait tirer sur les pyramides. Ouais, mais c'est mieux pour les images, etc. Je vous assure que si on fait un film sur Ridley Scott en expliquant qu'il tripotait les petites filles et que quand elle a 20 ans, il a violé une femme, alors que c'est pas vrai, mais c'est quand même vachement mieux pour la dynamique du film, il sera pas content, Ridley Scott, qu'on touche à sa biographie. Et il aura raison. Il aurait raison. Donc je trouve qu'il y a un moment donné où on ne touche pas à la biographie de l'histoire, disons-le comme ça. Et c'est pas être un vieux con que de dire « Excusez-moi, j'en sais un peu plus sur Napoléon aujourd'hui que quand j'avais 15 ans, parce que j'ai lu, j'ai vu, j'ai fait de l'histoire, et que j'ai lu des livres d'histoire, j'ai lu des biographies de Napoléon, et que quand je vois ce film, je me dis, ben non, ça respecte pas l'histoire et c'est pas acceptable. Et c'est pas parce qu'on dit ça qu'on est décadentiste et qu'on est décadentiste parce qu'on est vieux. C'est parce que théoriquement, si on progresse, si on lit, si on travaille, on augmente sa culture, on augmente son savoir. Ça veut dire que le jugement de goût et le jugement tout court d'un adolescent de 15 ans ne devrait pas être celui d'un adulte de 45 ans, qui ne devrait pas être celui d'un adulte de 65 ans. Ça me paraît normal, c'est pas dû au processus de vieillissement, c'est dû au processus de remplissage du disque dur. Mais on peut avoir un disque dur vide quand on a 40 ans, hein, et puis on peut l'avoir aussi quand on a 60 ans, c'est pas interdit. Si vous trouvez ça intéressant, abonnez-vous à la chaîne du Crayon, c'est très précieux pour nous soutenir. Allez, on y retourne. Vous admettez qu'il y a différentes interprétations du savoir, de l'histoire, que tous les historiens ne sont pas d'accord entre eux sur ce qui a pu se passer du temps que vous appréciez par exemple des philosophes romains et que... Si, il y a du factuel. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui on a perdu un rapport à la vérité ? Ah bah oui, complètement. Ouais. C'est ça qui renforce le complotisme sur le climato-scepticisme. Moi, je n'utilise pas le mot complotiste parce qu'on est toujours le complotiste d'un autre. Moi, je veux bien qu'on ait le mot complotiste à la bouche en permanence pour éviter de penser, de réfléchir, d'analyser, de renvoyer aux faits, de dire c'est factuel ou c'est pas factuel. Si vous dites quand même Napoléon il n'a pas fait tirer sur les pyramides, vous êtes complotiste. Vous êtes un vieux con, quoi. Pourquoi vous dites des choses pareilles? Ça vous gêne que ce soit... Mais le film est beau. Ah oui, d'accord. Je suis, oui, un vieux con en disant il y a une vérité historique, il fasse un film sur autre chose. Il fait un film sur un héros de la Révolution qui n'existe pas, il l'invente, et puis, bon, voilà, pour un type qui deviendra un demi-solde de l'Empire, et qui finira dans la République, etc. Je suis pas gêné par ça. Mais je suis gêné par le fait qu'on prenne des libertés avec la vérité historique. Et elle existe. Mais c'est pas parce que vous me dites un historien a dit que Boucheron historien. C'est un militant. C'est un militant très engagé. On n'est pas par hasard aujourd'hui au Collège de France. On n'est pas par hasard chroniqueur à France Inter. On n'est pas par hasard dans des émissions de France Culture avec des pages ouvertes dans Libération ou dans Le Monde, etc. C'est un historien. Il y avait des historiens nazis, il y avait des historiens bolcheviques, il y a des historiens trotskistes aussi. Donc est-ce que ce sont des gens qui nous disent la vérité? Non, un historien bolchevique, il dit la vérité bolchevique. Un historien catholique, il dit la vérité catholique. Moi, quand je lis un historien catholique sur l'Inquisition, je pense pas qu'il me dise la vérité sur l'Inquisition. C'est plus difficile de dire la vérité quand on est soi-même un catholique, bien que ça puisse exister. Et vous dites la vérité, la vraie? Moi? Ouais. J'ai jamais dit ça. Okay. Je donne des faits. Et je dis, reprenez-moi sur les faits en m'expliquant qu'il n'y a pas eu de pacte germano-soviétique, par exemple. Que la gauche n'a pas collaboré pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc., etc. Voilà, je ne dis pas j'ai la vérité, je vous propose des vérités, je demande des vérités factuelles, je demande qu'au nom d'autres vérités factuelles, on me dise « Ah non, il n'y a pas eu de pacte germano-soviétique ». Et puis bon, ben voilà, à ce moment-là, je dis « Ah bon, il n'y a pas de pacte germano-soviétique ». J'ai tout inventé. Donc il y a du factuel, et puis il y a en face des militants. Et les militants disent « Non, le factuel est faux ». C'est Madame Taubira qui, par exemple, veut une loi mémorielle sur la question de la traite, mais qui dit « Ah, mais juste une traite, hein, parce qu'il y a une bonne traite et puis des mauvaises traites. Hein. Vous ne parlez que de la traite négrière. Ça, c'est un crime contre l'humanité. » Et puis, vous avez des gens comme Petré Grenouillot, historien, qui dit « Oui, mais vous savez, il y a aussi une traite qui a été faite par des musulmans qui ont rendu possible la traite négrière. C'est factuel, il y a des chiffres. » Il fait un bouquin très
très lourd en termes de chiffres, d'informations, etc., mais qui est extrêmement factuel, eh bien, on vous dit, non, ce type-là ment, dit n'importe quoi, c'est l'historien de l'extrême droite, c'est pas un historien. Ben oui, mais parlons des faits. Et ça, c'est la gauche qui en est beaucoup responsable aujourd'hui. C'est quoi votre gauche à vous? Je le dis depuis très longtemps, c'est celle que j'avais quand j'étais au lycée, que j'ai découvert qu'est-ce que la propriété de Proudhon. Moi, ma gauche, elle est proudhonienne, c'est-à-dire elle est anti-jacobine, elle est anti-marxiste, elle est anti-communiste, elle est contre le libéralisme, et elle est non-jacobine, c'est-à-dire girondine. Elle suppose que sur place, là où nous sommes, nous puissions produire de la mutualisation, de la coopération, de la fédération, avec des élections qui, elles, sont susceptibles d'être remises en cause en permanence si la représentativité n'est pas assurée, ce qu'on appelle le mandat impératif. C'est très simple, c'est cette gauche-là. Alors vous allez me dire, elle est nulle part. Donc si elle est nulle part, elle n'existe pas. Ah oui, c'est évidemment pas la gauche de François Hollande ou de Monsieur Faure. C'est évidemment pas la gauche ultra-bolchevique, ultra-marxiste et ultra-jacobine de Mélenchon qui fait marcher tous les autres derrière lui. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la gauche de, je sais pas, du parti radical aujourd'hui. Bien sûr, elle n'est pas visible avec des hommes politiques incarnés, mais tant mieux, En revanche, elle existe de manière très invisible avec des gens qui ont votre âge, votre génération, et qui éventuellement dans des villages reprennent l'école, se mettent à 5 ou 6 pour dire allez hop, on va repeindre ici, on va travailler avec les paysans, on va produire autrement, on va produire du bio avec des paysans qui sont là-bas dans le coin et qui ont des difficultés parce qu'ils vendent des tomates un peu tavelées, des pommes de terre un peu tordues, mais c'est bio, c'est propre, on va les vendre ici, on va faire l'économie des marges, on va pas passer par les supermarchés Édouard Leclerc qui se présente aujourd'hui comme une espèce de pape du bio, du propre, du naturel, etc. On rêve, quoi. Et des gens qui font pas de bruit. Donc des grands-mères, par exemple, les Bayagar, qui disent mais nous on va pas crever dans des EHPAD où il s'agit de faire du fric et de la rentabilité, qui disent on va se débrouiller, on va acheter une maison et puis on va faire notre retraite entre nous dans cet endroit, etc. Des alternatives individuelles, coopératives, mutualistes, de gauche pour moi, c'est vraiment ça la gauche. Évidemment, c'est pas celle de François Hollande. Hein. Et aujourd'hui, c'est le libéralisme qui a détruit un lien qu'on avait avec la nature, avec le temps, la vie, la mort, qui vous était le rythme aussi dans lequel vous avez grandi enfant, avec votre père qui était ouvrier agricole. Ouvrier agricole. C'est ce rapport-là à quelque chose de plus grand que soi, une société qui n'est pas archipélisée, où on n'est pas, où on a encore un lien avec justement une production plus locale, dans laquelle on n'est pas obsédé par l'argent. Est-ce que, c'est ça, ce lien à la nature qui permet, aux autres animaux, au reste du vivant? Les deux, c'est-à-dire que je suis effectivement le fils d'un ouvrier agricole qui a connu la guerre, qui a labouré avec les bœufs, puis qui a labouré avec les chevaux, et puis qui après a labouré avec des tracteurs offerts entre guillemets par les Américains dans la logique du plan Marshall, et qui était une façon d'industrialiser l'agriculture française, donc de polluer les sols. C'est-à-dire que mon père, quand il labourait avec des chevaux, il respectait la nature, les cycles, on semait le blé, on récoltait le blé, on faisait du pain, puis voilà, puis on recommençait l'année suivante, etc. Puis à un moment donné, on a dit, mais il va falloir produire un petit peu plus. Donc on a commencé à salir les sols, à détruire les nappes phréatiques, à flinguer les animaux. C'est-à-dire que on disait, mais il y a du blé, mais dans le blé, vous avez des fleurs. Non, les fleurs, il faut m'arracher tout ça, et donc, des produits pour enlever les fleurs. Les abeilles, plus d'oiseaux qui mangeaient les abeilles, etc., etc. C'est-à-dire, on détruit la chaîne alimentaire, d'accord, on augmente la productivité, mais en même temps, on a détruit des fleurs, de la biodiversité, des insectes, des oiseaux, donc les animaux qui mangent les oiseaux, etc. Puis nous qui mangeons à l'autre bout de la chaîne, ceux qui ont mangé ceci, cela, etc., nous nous retrouvons comme par hasard avec des cancers, comme par hasard avec des allergies. Moi, j'ai l'âge qui fait que dans un restaurant, vous ne disiez pas « je suis allergique aux arachides, je suis allergique au gluten, je suis allergique au lactose, je suis allergique… » C'est quoi toutes ces allergies? Alors je ne vais pas dire que ces gens-là inventent des allergies. Je dis juste que ces allergies sont produites sont induites par des produits qui ont été raffinés. Raffinés n'est pas le sens, mais qui ont été détruits par l'industrialisation. Donc oui, vous me posez tout à l'heure la question, l'écologie, cette écologie-là, oui, elle m'intéresse. Et pourquoi on ne vous entend pas plus sur l'écologie pour prendre la parole sur la question du dérèglement climatique, de la pollution des sols, des eaux, des airs, sur l'effondrement de la biodiversité? J'ai l'impression que c'est des sujets qui sont à la fois très contemporains et en même temps très ancrés dans le temps long, ce qui sont les deux bouts de vos prises de parole, et qu'en même temps vous êtes beaucoup sur des sujets sociétaux, de civilisation, de religion, et peu sur quelque chose qui est à la fois très concret et très abstrait. Tout ce que je vous dis là, je l'ai écrit dans un livre qui s'appelle « Le fétiche et la marchandise » il y a 6 mois. D'accord.
On ne m'a pas invité. Quand on m'a invité pour ce livre-là, c'était alors sur quelques endroits qui sont toujours les mêmes, ça n'a pas été pour me parler de ça. Or, ce que je viens de vous dire, là, je l'ai très exactement raconté. On va continuer. Donc, non, c'est juste pour dire que quand on dit que je suis ceci ou je suis cela, je dis attention, on me fait dire des choses que bien sûr je peux dire, mais que je dis à côté d'autres choses. D'accord. C'est-à-dire, les questions que vous me posez, on ne les pose jamais. On ne me dit pas, êtes-vous de gauche, point d'interrogation. Si vous répondez oui, quelle gauche? On ne me dit pas ça, mais on dit, vous êtes devenu d'extrême droite, comment est-ce que ça s'est passé? Vous voyez comment la question peut... Mais attendez, je ne suis pas d'extrême droite, d'où sortez-vous une chose pareille? Mais si, vous savez bien. Vous avez dit que... Non, je n'ai pas dit ça, j'ai dit ça dans un contexte qui ne disait pas très exactement ça, mais exactement le contraire, etc. etc. C'est-à-dire que soit on n'est pas invité sur les médias, soit quand on est invité sur certains médias, les questions ne sont pas posées. D'un seul coup, si on pouvait imaginer qu'on ferait de gauche, qui défend le socialisme libertaire, qu'il est écologiste, qu'il critique la production industrielle, et chose écrite, hein, je ne dis pas ça tout de suite pour vous être agréable, je vous donne une référence, en vous disant c'est dedans. Dans Cosmos, je le dis aussi très précisément. C'est-à-dire que je fais savoir ça depuis très longtemps. J'ai fait un texte qui s'appelait Critique de la raison bucolique il y a très très longtemps, en 90, et que j'avais publié à l'époque, j'étais chez Grasset dans La Règle du jeu, la revue de Bernard-Henri Lévy. Et donc, à l'époque, j'ai eu envie, je vais pas rentrer dans un détail polémique, mais je voulais écrire un texte sur l'écologie, en disant que mon écologie n'était pas l'écologie politique, qui était une espèce d'écologie d'appoint. Il se fait que, précisément, Luc Ferry avait fait un livre dans la foulée et que j'ai pas voulu, qui s'appelait le Nouvel Ordre écologique, et j'ai pas voulu donner l'impression que je faisais un livre pour répondre à Luc Ferry, donc j'ai pas fait ce livre. J'aurais probablement dû le faire parce qu'on aurait oublié la logique polémique et ce livre aurait été dans ma bibliographie. Mais ça n'est pas une chose que je dirais aujourd'hui, alors en ayant dit le contraire pendant des années. Vous ne trouverez rien chez moi qui dit le contraire, qui dit défendons l'agriculture productiviste. Jamais. Moi, j'ai vu ça. C'est-à-dire que je raconte aussi dans ce livre, là, Le fétiche et la marchandise, il y a quelques mois, 6-7 mois, que quand mon père, nous avions une voiture familiale et qu'on allait chez des amis paysans qui avaient une télévision, et parfois on allait voir la télévision chez eux, et on faisait 3-4 kilomètres en voiture. Le temps d'aller chez mes parents, chez ses amis, et retour. Et la nuit, l'été, le pare-brise était constellé de moustiques détruits. C'est-à-dire, il y a plein de moustiques, il y avait une vie incroyable, évidemment. Ils arrivaient dans les phares de la voiture, on voyait comme s'il pleuvait des moustiques. Il y en avait plein partout. Des moustiques, mais des mouches, une biodiversité incroyable. Et le lendemain, quand on regardait le pare-brise de la voiture, c'était tout collant de petits animaux qui avaient été détruits, attirés par la lumière et détruits par le pare-brise de la voiture. On n'est pas à vive allure, hein. Mais aujourd'hui, moi, je prends une voiture, je peux faire 1000 km pour descendre dans le sud voir des amis, par exemple. Mon pare-brise est intact, il n'y a aucun insecte n'est détruit. Ça veut dire que nous vivions dans un monde d'insectes avec une biodiversité extraordinaire et que ces insectes ont été détruits, notamment par mon père, à qui on disait, tu mets du produit d'entretien parce que il va falloir augmenter les rendements à l'hectare. Et puis à un moment donné, mon père qui faisait ça des journées entières, il mettait du produit, etc. Un jour, on a dit à mon père, tu vas pas le faire pendant 15 jours, parce qu'on va faire ça, on va faire le traitement avec un avion. Et à un moment donné, j'avais vu ça, il y avait un petit avion qui descendait sur le champ et qui pulvérisait comme ça roulait comme ça, évidemment dans le champ du voisin. Parce que les produits, ça n'arrête pas la dimension du champ. Et pas non plus à la porte de la maison, donc par ailleurs on les respire aussi. Bien sûr. Alors là pour le coup c'était dans la campagne, mais là où vous avez effectivement des zones périphériques et des zones périurbaines à côté de la campagne, vous prenez ça évidemment partout dans le nez, dans le corps, et le type il passait, il balançait son produit, il refaisait un demi-tour, il rebalançait son produit. Un quart d'heure il avait fait le boulot que mon père faisait en 15 jours, mais avec une toxicité incroyable. Donc ça, je l'ai vu, je le raconte. Mais moi, j'ai pas envie de gens qui m'expliquent que le fin mot de l'écologie, c'est le pot catalytique. Vous n'avez pas cet âge-là, mais moi, j'ai eu la religion du pot catalytique. Il n'y a plus de pot catalytique, ça n'existe plus. Maintenant, c'est la voiture électrique. Donc, il y a un moment donné où on se dit, est-ce que c'est ça le fin mot, finalement? Tous ces écologistes qui, finalement, votent Macron, et Macron qui fait le nécessaire pour que le glyphosate puisse continuer à exister. De grandes agences internationales comme l'OMS le classent cancérogène probable. L'INSERM établit un lien entre l'herbicide et le cancer du sang. Pourtant, l'autorité européenne de la sécurité des aliments a donné son feu vert, mais en se basant sur des études beaucoup plus limitées. C'est ça l'écologie ?
Non, il me semble pas. Donc moi, j'ai une écologie qui n'est pas politique. J'ai une écologie qui renvoie à une conception globale de la nature, du cosmos, qui suppose pas seulement de la nature, mais de l'astrophysique. Notre planète est dans un univers qui lui-même est intégré dans des multivers et des plurivers, etc. C'est ça qui m'intéresse, moi, dans la dimension écologique. Et quand je dis, mais pensons la question du climat sur cette perspective, dans une perspective d'astrophysique, de relations entre les univers, etc., climato-sceptique. Pensez la nature indépendamment de la confiscation qu'en font les écologistes urbains, qui eux disent, mais l'écologie, on sait ce que c'est, nous on vit dans le 6e arrondissement à Saint-Germain-des-Prés, on veut manger du bio dans un petit marché où on va avoir nos cerises d'hiver qui viennent du Chili. Mais il n'y a pas que ça, c'est un peu caricatural aussi, il y a des soulèvements de la terre ou plein d'organisations qui sont... J'ose espérer que vous comprenez l'ironie. Ils ne sont pas tous à Saint-Germain-des-Prés, qui ne vont pas tous sur un marché bio pour acheter des cerises l'hiver, c'est ironique évidemment. Mais je suis pour une écologie que peut-être on devrait appeler écosophie. C'était une expression de Félix Guattari qui défendait cette idée, non pas tant d'une écologie. L'écologie, c'est une science. C'est une science. L'écosophie, c'est une sagesse. C'est pas exactement la même chose. Donc on pourrait s'entendre sur ce sujet-là. Avant de conclure, j'aimerais qu'on parle d'un dernier sujet, qui est le rapport à la vie et à la mort. C'est un sujet qui occupe une partie de vos livres, mais qui vous a travaillé aussi personnellement. Dans l'épreuve, effectivement, vous avez parlé tout à l'heure de la maladie de votre ancienne compagne Marie-Claude. Vous-même, vous avez songé, c'est ce que vous disiez dans une interview sur Monteur Show. Et quand elle est morte, on se dit, mais je ne vais pas pouvoir. Et puis on se dit, essaie de vivre cette journée. Puis essaie de vivre cette journée. Puis essaie de vivre cette journée. Puis à un moment donné, où les idées qu'on avait, on dit, je vais me tuer tout de suite, je l'accompagne. C'est ce que j'ai de mieux à faire. Vous avez songé à mettre fin à vos jours face au désespoir. Est-ce que aujourd'hui vous avez peur de la mort? Est-ce que vous l'avez accepté? Est-ce que la philosophie vous aide à lutter contre ou peut-être à survivre? D'abord, moi je pense que la philosophie ne sert qu'à ça, à penser les problèmes existentiels, disons. Alors après, je comprends bien qu'il y ait des philosophies esthétiques, qu'il y ait des philosophies logiques, épistémologiques, juridiques. On peut penser la question des fondements de la loi, on peut penser la question de la théorie du beau, et c'est pas existentiel. Mais ce que j'aime le plus dans la philosophie... Alors il m'est arrivé de faire des textes esthétiques, ma thèse est une thèse de philosophie politique et juridique, mais ce qui m'intéresse effectivement, c'est de résoudre des problèmes avec la philosophie. Je crois pas en Dieu. Je pense que le christianisme s'effondre. Pardon ? Oui, c'est sagesse, c'est-à-dire cette éthique de vie et la virtu romaine. Voilà. Et je me dis, mais comment peut-on vivre, c'est-à-dire être moral, quand on ne croit pas en Dieu ? C'était ma question quand j'avais une dizaine d'années, 10-12 ans, et je me dis, mais on me demande de me confesser, je ne crois pas en Dieu, mais pourquoi je ferais le bien plutôt que le mal ? Pourquoi est-ce que je ne ferais pas le mal finalement ? Et c'est quoi l'intérêt d'être vertueux quand finalement on peut être si facilement vicieux, et comment c'est souvent plus rentable d'être vicieux que d'être vertueux. Et je suis un certain temps à me poser la question, et la réponse je l'obtiens avec mon vieux maître Lucien Gerfagnon qui nous fait un cours, à l'époque on est 6 ou 7, il y a plus, mais sur Lucrèce, et je dis mais bon sang, bien sûr, on peut être moral sans Dieu, et on peut défendre une éthique sans Dieu. Donc la mort, c'était pour moi un grand scandale. Vous dites, puis je crois pas en Dieu, ça veut dire que quand je meurs, je disparais. C'est quoi le sens de la vie ? Vous êtes adolescent et vous dites, mais quel est le sens de la vie ? Vous dites, il n'y en a pas. Et après, on vous dit, mais il y a le sens, enfin c'est moi qui conclus ça après avoir lu Lucrèce et les philosophes romains, mais il y a le sens qu'on lui donne. Et donc sur la question de la mort, évidemment, elle nous concerne quand on a 15 ans, mais de manière si lointaine. Oui, je mourrai un jour, ça me paraît évident, je suis mortel, et puis bon, d'accord, très bien. Et puis à un moment donné, on vous dit, ah ben non, mais c'est tout de suite que ça vous concerne, là. Et puis éventuellement, c'est tout de suite que ça concerne quelqu'un que vous aimez. Et là, vous vous dites, bon, il va falloir penser les choses autrement, plus concrètement, et moins théoriquement. Donc oui, là, je pense qu'Épicure m'a sauvé la vie, dis-moi, les thèses épicuriennes, cette idée de dire que la mort était une chose, l'idée de la mort en est une autre. Moi, j'ai fait j'ai eu des problèmes de santé, infarctus, AVC, il y a des moments où physiquement j'ai cru que j'allais vraiment mourir. À un moment donné, je suis parti en hélicoptère, l'hélicoptère a fait un virage partant de l'hôpital d'Argentan pour aller sur l'hôpital de Caen, et j'ai survolé le cimetière où se trouve Marie-Claude aujourd'hui, et je me suis dit, dans quelques jours, je suis là.
Donc j'avais des plaques sous le dos pour qu'on puisse me faire un électrochoc en cas de besoin, etc. Donc vous n'êtes pas très loin de la mort à ce moment-là. Et ben vous vous dites, enfin moi je me suis dit, je me suis rappelé des idées de la philosophie antique, ça m'a aidé, je vous assure, et ça aide. Alors j'ai une discussion un jour avec Luc Ferry qui disait mais non, ça, ou André Comte-Sponville qui dit bah, ça sert à rien, la philosophie, etc. Faut pas en faire. Il faut faire autre chose. Ou alors ça permet de faire des livres qui permettent de faire des succès de librairie et d'aller à la télévision. Si c'est ça la philo, je veux bien. Mais pour moi, c'est d'abord un art de vivre. C'est d'abord un art de résoudre des problèmes existentiels, des problèmes très concrets. Comment est-ce que je vis? Quel est mon rapport à l'amour, à la sagesse, aux honneurs, aux richesses, aux biens, à l'argent, au temps, au vieillissement, enfin toutes ces questions-là. Et donc, cette idée que la mort n'est pas là tant qu'on est là, et quand la mort est là, c'est qu'on n'y est plus, il y a des piqûres, un chiasme d'un point de vue de la rhétorique, mais en même temps on se dit mais c'est tellement vrai. Donc je ne vais pas me pourrir ma vie avec l'idée de ma mort. Le jour où la mort arrivera, on verra, mais commençons déjà par éviter de polluer le présent, soit avec du passé, soit avec du futur. Et ça, c'est une idée qui m'a beaucoup aidé. Et d'ailleurs, je lisais récemment dans Vivre avec nos morts de Delphine Orviller, qui est rabbin et qui philosophe aussi autour de cette question. Elle dit beaucoup de gens souhaitent organiser leur cérémonie funéraire en amont, et ça montre le refus de l'acceptation de la mort, parce que en fait c'est pas eux de décider, et quand ils seront même plus là pour l'observer, cette cérémonie. Et c'est aussi peut-être un rapport. Non, mais c'est sûr, c'est La Rochefoucauld qui disait ni la mort ni le soleil ne se regardent fixement. Donc oui, de fait, quand on dit je veux qu'on chante cette chanson, je veux que... Donc, moi j'ai vu l'autre jour une pub à la télévision là d'un type qui veut un cercueil rose ou ce genre de choses. Bon, pourquoi pas? Moi le premier. Vous voulez un cercueil rose? Pardon? Vous voulez un cercueil rose? Non, moi le premier, j'ai organisé ça. Enfin, j'ai fait savoir à mon épouse ce que je voulais, où je voulais être enterré, etc. Parce que pour d'autres raisons, c'est pas pour l'idée que je me fais de ma mort, mais parce que je sais dans quel état on est quand on est face à la mort. Et si on se dit, bah, il y a un dossier dans lequel tout est dit, il y a ceci, il y a cela, etc., on décharge les vivants de sa propre mort. Et c'est une façon d'aimer encore les vivants quand on est mort, quand on n'est plus là. Donc c'est un peu comme ça que je le pense. C'est pas du tout, j'y tiens absolument. Je me mettrais dans un fossé, que ce serait, voilà, un peu à la Diogène. Mais si je pense ça, c'est pour alléger un peu la douleur de ceux qui doivent... Voilà, je l'ai fait pour mon père, je l'ai fait pour Marie-Claude. C'est pas terrible, choisir les cercueils, choisir les capitons, choisir l'endroit où il faut être enterré, prendre un compte, etc., etc. C'est pas terrible c'est terrible pour personne. Donc si on le fait soi, voilà, c'est pas seulement parce qu'on veut pas la mort, c'est parce qu'on peut parfois vouloir aussi enlever un peu du poids qu'il y a dans l'organisation des obsèques, ceux qu'on aime. Et pour conclure, vous avez un dernier mot pour les auditeurs, les spectateurs du Crayon, sur la vie ou la mort ou la philosophie ou sur quelque chose? Est-ce que vous avez... Moi, j'ai été sauvé par les livres. Et j'invite ceux qui nous écoutent à chercher dans le livre ce qu'ils peuvent y trouver. Je suis désolé de ce que je disais tout à l'heure dans le train, de voir tant de gens perdus sur Internet. Je suis pas contre. Il y a plein de choses extrêmement intéressantes sur Internet, évidemment, mais il se passe des choses dans un livre. J'ai été placé dans un orphelinat quand j'avais 10 ans, et j'ai découvert la puissance du livre. Vous ouvrez le livre, et d'un seul coup, vous entrez dans un autre monde. Donc il y avait de la violence, des prêtres pédophiles, de la saleté, de la crasse. On prenait une douche par semaine, on était sale, on sentait mauvais avec des garçons, etc. Enfin, c'était pas terrible cet endroit. Plus des coups qui volaient comme ça sans qu'on sache pour quelle raison. Et puis d'un seul coup, le vieil homme et la mère. Et là, vous avez l'odeur de la mer, vous avez l'odeur du poisson qui est en train de se faire pêcher, etc. Et puis vous fermez et vous avez la crasse, vous ouvrez, etc. Et vous dites, mais c'est incroyable, il se passe des trucs incroyables. Puis après, vous avez pêcheur d'Islande. Alors, je suis pas un fou de la mer non plus. Alors, les psychanalystes, on est la mer 2 fois. Mais vous ouvrez pêcheur d'Islande et hop, vous êtes avec les Terre-Neuve dans un bateau. Et puis voilà. Et puis après, c'est Salammbô de Flaubert. Et puis d'un seul coup, vous êtes à Carthage. Il se passe des trucs incroyables. Et quand vous découvrez que il y a des mondes dans lesquels il est facile d'entrer, vous prenez le livre, vous ouvrez, ça y est, vous êtes dedans. C'est une porte que vous ouvrez, vous entrez. Donc il y a des romans, il y a de la poésie, il y a de la littérature, il y a des essais, il y a tout ça, etc. Et puis il y a des mondes dans lesquels vous entrez dans la comédie humaine de Balzac, dans la recherche du temps perdu de Proust, vous entrez dans les Rougon-Macquart ou les Thibaut de Martin Dugard. Lire ou relire l'été 14, le début des Thibaut de Martin Dugard pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Comment les choses se mettent en place et d'un seul coup, paf, la guerre, la Première Guerre mondiale. J'aimerais que les gens puissent dire, il y a dans les bibliothèques, il y a dans les livres, si tant est qu'on choisisse les bons,
des occasions de se fabriquer un vrai cerveau et pas de se détruire le cerveau avec des algorithmes qui ne sont pas là pour votre bien. Merci, Michel Onfray. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet entretien pour Le Crayon jusqu'au bout. On espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir si ce n'est pas encore fait. C'est important pour le référencement. À bientôt pour une nouvelle vidéo.